à Lubumbashi, dans le Haut-Katanga, 2 heures de moins en temps universel, 9h30 à Badolité, dans le Nord-Ubangui. Madame, monsieur, bonjour, bienvenue. Vous regardez Kiosque, la gratuité de l'enseignement, J-3 pour la rentrée scolaire. Quel est le contenu que le président de la République donne à cette gratuité de l'enseignement? Vous vous souviendrez, le président de la République avait annoncé pour cette année la gratuité conformément à la Constitution de la République démocratique du Congo, la gratuité de l'enseignement. Mais déjà, vous êtes parents, mais vous prenez en charge également des élèves, tout comme vous prenez en charge des enfants dans nos différentes écoles, que ce soit privées comme publiques, des écoles conventionnées ou non conventionnées. On exige déjà le paiement de la première tranche. Est-ce que cela rentre également dans le cadre de ce qu'on appelle la gratuité? Il est difficile de répondre à cette question. Nous allons y pencher ce matin avec les confrères qui sont avec nous sur ce plateau. On parle des 9 nouveaux cas Ebola guéris après le déca. La conférence de presse de Jean-Jacques Muyembe n'a pas eu lieu hier. Il était avec les partenaires, semble-t-il, selon les médias. Il va peut-être donner cette conférence de presse dans les heures qui suivent ou dans les jours qui suivent. Mais ce sont des bonnes, alors des très bonnes nouvelles pour la République. On va en parler également dans cette édition, c'est-à-dire l'équipe de riposte qui se félicite de cette réussite. Gouvernement, on n'est pas au bout du tunnel. Ilou Kamba, tout comme Fatih, réquise certainement les stylos rouges. On s'enchemine peut-être vers le mois de septembre. Il est difficile, on va suivre. Nous sommes le 15 aujourd'hui, nous allons voir. Est-ce qu'il y a une demande officielle du président de la République adressée aux 2 chambres du Parlement pour la convocation de cette session extraordinaire? Jusque-là, on ne voit pas les documents. Mais on a vu, il y a 2-3 jours, la présidente de l'Assemblée, Janine Mabunda, réunir le président du groupe parlementaire pour parler d'une probable convocation de la session extraordinaire à l'Assemblée nationale en vue de l'investiture du gouvernement. Mais il n'est pas dit qu'on ne peut que convoquer la session pour 30 jours. On peut avoir une session de 2, 3, 4 semaines pour ne fût-ce qu'un seul sujet, une seule matière, l'investiture du gouvernement. On en parle avec le confrère. Ils sont 2 ce matin. Israël Moutala, il est de 7 sur 7.SCD. Bonjour. Bonjour Serge. Bienvenue à vous. Merci Serge de l'invitation. Très bien. Allez, Christian Bossembe, il est de Congo belge. Christian, bonjour. Salut Serge. Bienvenue à vous. Merci. Comment se porte mon jeune frère Hervé Thomas? Il va très bien. Allez. Ça se passe très bien. Très bien. Et Congo belge? Ça va, tout va très bien, on se bat. Ça, c'est la première émission post-mariage. Oui, oui. Ma très chère et tendre belle-sœur, comment elle se porte? Elle se porte comme un charme. Très bien. Merci beaucoup à vous, très cher Christian. Merci. Et la vie de couple, ça va? Ça va, ça va. Est-ce qu'il y a déjà eu les premiers couacs? Non, pas encore. Pas encore. Et je crois qu'il n'y en aura pas peut-être pour longtemps. Merci beaucoup. Très bien. Les régimes, c'était communauté des biens, les biens réduits aux acquets ou bien séparation des biens? On va en parler dans le couloir. On va en parler dans le couloir. Merci beaucoup. Allez, bon vent à vous et à votre... À vous, je vous souhaite vraiment un fructueux mariage. Merci. Israël, un mot à Christian et à son épouse. Oui, je souhaite à Christian tout le bonheur du monde. C'est quelqu'un d'intelligent, quelqu'un qui aime son pays. Merci. Et donc il mérite d'être heureux. Et voilà, je lui souhaite en tout cas beaucoup de bonheur dans son foyer. Merci, cher René. Vous dites que les journalistes se marient difficilement. Vous êtes marié, moi également, comme Christian. Oui, non, les journalistes, ce sont des citoyens normaux qui se marient normalement comme tous les autres Congolais. Donc ce n'est pas une secte. Jean Médard se marie le mois prochain. Ah, Oui. Jean Médard? Jean Médard. Je suis content pour lui Au mois de aussi. septembre. Alors moi, félicitations déjà à Jean Médard. Donc, Peter Tiani aussi, il s'est marié. nous serons là. Félicitations à Peter qui est mon beau-frère. J'ai des liens de famille avec Peter, donc c'est des excellentes nouvelles. Très bien, merci beaucoup. Allez, voici les titres de mon tir, il s'est déjà passé. Moreau aussi, hein, j'étais au mariage. Niwa, divorcé. Hein. Attention Niwa, faut pas faire des divorces comme ça, c'est pas bon. Voici le titre des journaux. Gouvernement Fatih prolonge les suspens. 4000, l'homme politique le plus populaire, foi de Moïse Monidela. Moïse Monidela, vous serez mon invité le samedi. Non, le dimanche pour l'émission Rendez-vous Week. Réagissant à sa suspension du regroupement Palu et Alliés, le Kondo, je ne suis ni preneur ni demandeur d'un poste ministériel. Projet d'adduction d'eau Mbanza Mboma. L'association Lassacom saisit Fatih et exige l'audit de 300 millions de francs congolais
perçu par Bita Akwira. Insta News, investiture du gouvernement Sylvestre Ilukamba. Les législateurs appelés à violer la Constitution. On va se limiter là pour aujourd'hui. Je sais que ce n'est pas vraiment la une du journal ce matin, mais Israël, je sais bien que nous puissions quand même aborder cette question de la gratuité de l'enseignement. On parle plus politique, on parle plus économique, mais j'aimerais qu'aujourd'hui nous puissions aborder la question sur la gratuité de l'enseignement. Le chef de l'État l'a dit, il a redit, ce n'est pas la parole du président, mais c'est une ligne de disposition de la Constitution qui parle de cette gratuité. Mais à quoi consiste cette gratuité de l'enseignement? Merci Serge, c'est une question fondamentale. Ça veut dire que on ne peut pas prétendre au développement si on ne met pas un accent particulier appuyé sur l'accès à l'éducation de base. Donc pour que nous nous développions en tant que nation, il faut que les gens sachent lire et écrire. L'enseignement d'abord de base, que tout Congolais, où qu'il soit, sache lire et écrire, c'est un facteur de productivité dans une économie. On ne bâtit pas une économie avec des analphabètes. Dans ce monde numérique, dans ce monde de sciences, il faut diffuser les savoirs et il faut que, au minimum, chaque Congolais sache lire et écrire. Donc, l'éducation de base, qui devait passer de 6 ans à 8 ans, doit être la priorité de priorité. Donc, quand il est écrit dans notre Constitution qu'il faut qu'on rende l'enseignement gratuit, ça a un sens. L'enseignement primaire, ça a un sens. Parce que sans cela, on ne peut pas prétendre au développement. Maintenant, en quoi consiste la gratuité de l'enseignement? Parce qu'ici, il y a ce que nous appelons les frais scolaires, c'est-à-dire à l'époque, sous la Deuxième République, nous appelons ça les minervales. De 2, on vous dit contribution des parents. De 3, on vous dit motivation. Mais au-delà de 3 aspects, il y a ce qu'on dit les frais connexes. On vous dit travail manuel. Mais nous, à l'époque, quand on dit travail manuel, nous, on appelait ça au collège la corvée. Vous avez votre coupe-coupe. Mais maintenant, le travail manuel, on dit non, amenez 500 unités de crédit. Amenez 3 bouteilles, 3 boîtes de sardines. Il faut acheter la tenue pour les séances d'éducation physique. En quoi consiste cette gratuité? D'abord, on précise d'abord les principes. Quand on dit que l'enseignement primaire est gratuit ou devait être gratuit, cela ne veut pas dire que l'enseignement n'a pas de coût. Cela veut dire que l'État, les provinces, justement parce que c'est une compétence aussi exclusive des provinces. Donc les provinces doivent trouver des moyens, des ressources financières pour financer cette gratuité. Donc la gratuité de l'enseignement de base a un coût et l'État doit le chiffrer et doit trouver des moyens pour le financer. Voilà pourquoi est-ce qu'on a donné aux provinces, là, notamment l'impôt foncier. Non, le travail n'a pas encore été fait. L'impôt foncier. Et l'impôt foncier, qui est un des grands impôts, a été remis aux provinces. C'est pour qu'ils aient les moyens, justement, notamment, de financer l'accès à l'éducation de base. Ça sont des principes. Mais il faut d'abord qu'on fasse un travail d'inventaire. Ça coûte combien en RDC d'éduquer un enfant? C'est ça. On a besoin de combien d'infrastructures? Il y a à peu près combien d'enfants en âge d'être scolarisés? L'État lui-même a combien d'écoles? Aujourd'hui, l'État est à même, si les privés refusent cette gratuité au niveau primaire, l'État est à même d'avoir des infrastructures et de recevoir tous les enfants. Non, justement parce que l'État n'a plus construit d'écoles. Ça veut dire qu'on a à peu près 26 800 ou 30 000 écoles sur toute l'étendue de la République. Il y a des écoles qui sont délabrées. Il fallait les réhabiliter. D'où le projet PRIS avec la réhabilitation de 1000 écoles comme objectif par an. C'était dans l'objectif justement de réhabiliter d'abord les infrastructures. Mais quand vous réhabilitez les infrastructures, vous chiffrez d'abord ça coûte combien de réhabiliter une infrastructure. Le coût était de $100 000 pour des bâtiments, pour une école de 6 classes. Mais il y avait aussi la partie équipement. D'autres écoles sous Matata ont été réhabilitées, mais n'ont pas été inaugurées parce qu'il n'y avait pas de bancs. Il fallait trouver un deuxième financement pour équiper ces écoles-là. Donc, nous ne sommes que sur la partie infrastructure. Donc, avoir des écoles, des murs, des bancs et tout ça. Ça, c'est le côté infrastructure. Il y a le côté fourniture scolaire. Est-ce que les gens ont des cartables? Ils ont des manuels scolaires. Ils ont des cahiers. Il y a l'autre partie... Remise à niveau des enseignants. Il y a la partie le recyclage des enseignants. Il y a la partie salaire des enseignants. Il
Il y a la partie justement, d'abord il faut recruter. Y en a-t-il en grande quantité? Il y en a combien? Il y a à peu près, je crois, 352 000 enseignants. Il y a certains qui sont mécanisés, d'autres qui ne le sont pas. Après, il faut les mécaniser. Et ensuite, il faut des bons salaires. Donc, c'est tout ça qu'il faut prendre en compte et chiffrer. Et dire maintenant, comment est-ce qu'on avance? On avance palier par palier. Cette année, quel est l'objectif? On scolarise combien? On réduit le taux de déperdition scolaire à combien? Où se trouvent les zones où il y a moins d'enfants non scolarisés? C'est toutes ces questions. Mais tout part d'où? Aujourd'hui, tu as parlé de Minerval, tout ça. Ce sont les parents aujourd'hui qui supportent cette charge qui incombe à l'État. Parce que quand il y a eu l'ajustement structurel avec Kengo avait dit qu'on n'a plus les moyens et tout ça. Et on a commencé justement on a reposé maintenant la charge de prendre l'éducation chez les parents. Donc, l'État avait transféré justement cette charge sur les parents et ça a déréglé tout le système. On va prendre 20 minutes pour parler de cette question parce que ça énerve déjà les parents. Aujourd'hui, quand vous allez dans nos écoles, chaque question, on vous dit qu'il faut déjà payer la première tranche. Et je dis par exemple $300. Mais si vous avez 2-3 enfants, donc il faut au moins payer avant la rentrée. Il faut payer, si vous avez 3 enfants, $900 pour la première tranche. Est-ce que vous pensez que dans une école, excusez-moi, je parle des écoles catholiques parce que là où j'ai étudié, j'ai été chez les jésuites. Au collège Boboto, là, comme on dit au collège, à l'école primaire, pas au secondaire, quelqu'un peut venir étudier sans payer un rond. Quand on dit l'enseignement primaire, il est gratuit. Quel est le contenu de cette gratuité? C'est le Minerval? Est-ce que les parents ont besoin de ne pas payer? Parce que le Minerval, généralement, c'est autour de 2000, 1000 francs. C'est ça la gratuité? Que de ne pas payer ça et on voulait de payer la motivation qui va au-delà de $300 par trimestre. Alors déjà, merci Serge, il faut dire que la gratuité de l'école, il faut d'abord voir ça vise quoi exactement. Est-ce que ça vise d'accroître l'effectif des élèves? Si c'est ça, ou la qualité de l'enseignement. On est parti. Parce que le problème de notre école au Congo, il y a des problèmes il y a beaucoup de facteurs. Ici, je parle d'abord de l'amélioration des compétences et des conditions de vie des enseignants. Parce que ce sont eux les premiers acteurs de l'enseignement. Tant que l'enseignant n'est pas payé, n'est pas considéré, n'est pas recyclé, eh bien, cet enseignant devient un problème à la société. À qui vous donnez vos enfants? À qui nous confions l'éducation de nos enfants? S'il vous plaît. De temps en temps, il faut montrer l'alliance. C'est très important. En fait, Serge, lorsque vous confiez l'enseignement de vos enfants à des gens affamés, eh bien, ils vont enseigner vos enfants la faim. La qualité de l'éducation va être impactée par la faim de ces personnes-là. Travail manuel, exactement. Une boîte de sardines. Tout sera lié par ça. Quoi, c'est lorsqu'on vous écrit sur sur la liste de bavards, vous allez payer le pain. Vous allez payer autre chose, vous allez amener un sachet de sucre. Malheureusement, ça va être ça. Ils vont monnayer l'école, ils vont monnayer les cours de la morale, ils vont monnayer les cours de l'éducation physique, ils vont monnayer les cours du civisme, parce qu'en réalité, ces gens ont faim. Lorsque vous confiez l'éducation à ceux qui ont peur, ils vont inoculer la peur à vos enfants. Parce qu'ils ont peur de la retraite, parce qu'ils ont peur de la pauvreté, parce qu'ils ont peur de tomber malade. Le système, il est tombé trop bas parce que on a pensé qu'on pouvait conduire le pays par hasard, au lieu de construire le pays par l'éducation. Vous savez, en venant, je lisais un livre, c'est un livre de Durtout. Il dit la France comme maladie. Il pose la question. L'avenir de demain dépend de la qualité de l'école d'aujourd'hui. Mais aujourd'hui, le Congo est tombé dans le piège de l'économie. L'école se devient aujourd'hui une entité génératrice de recettes. Tout à fait. L'école va maintenant, au lieu d'enseigner, l'école vendra les diplômes. Les écoles sont devenues des distributeurs de diplômes. J'ai dit les régies financières. Donc c'est vraiment des régies en fait. Et quand vous avez une école pareille, ne vous attendez à rien. Où avez-vous vu dans une école un préfet de l'école écrit sur une banderole A à 100%? Donc les enfants ne sont même pas en 6e, mais on écrit déjà A à 100%. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire venez chez nous. Venez chez nous, nous allons vous donner le diplôme. Et vous avez des licenciés en droit qui ne savent pas écrire ni lire. Alors que vous avez une lettre de Lumumba qui n'était qu'un primérien, une lettre de recto verso sans aucune faute. Sans aucune faute. Et donc vous avez des enfants incapables parce que l'école primaire a été détruite. Vous n'avez pas répondu ni Israël ni vous à ma question. Non, la gratuité tient à quoi? Quel est le contenu de cette gratuité? C'est les 1000 francs. Non. Et les 2000 francs de Minerval. C'est pourquoi. Où est-ce qu'on paye les $300 là? C'est pourquoi je dis ceci. Lorsque le diagnostic est très mal fait, c'est pas difficile. Vous n'aurez pas les raisons, vous n'aurez pas la bonne manière de faire les choses. La gratuité, par exemple, au Mexique,
Si nous prenons la gratuité du Mexique, la gratuité du Cuba, la gratuité de certains pays qui sont passés avant nous, le Brésil par exemple, ils ajoutent toujours, aux côtés de la gratuité, ils ajoutent le caractère obligatoire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire l'État prend en charge 90% de la vie active de l'école. Ça veut dire c'est l'État qui paye l'enseignant, c'est l'État qui prend en charge la vie de l'enseignant, c'est l'État qui prend en charge le fonctionnement de l'école. Et si l'État prend en charge ces choses-là, on peut parler de la gratuité. Mais en réalité, cette gratuité n'est pas totalement gratuite. Parce que si vous allez en France, vous trouvez cette gratuité, elle est peut-être pas trop comparée, mais on vous dit, vous allez payer telle assurance, telle autre chose. Et c'est ces montants-là qui couvrent finalement cette gratuité. Mais au Brésil, c'est pour moi le parfait exemple où l'État prend 80% de la vie de tous les jours, de la vie de l'école. Est-ce que c'est normal que l'on demande à un parent, un Moro Nzambé ici, un payé, d'avancer même les frais scolaires avant la rentrée, au plus tard, 2 semaines avant, il faut déjà payer les premiers trimestres. Alors, moi j'ai une fille qui a peut-être 16 ans. Elle est en 6e année littéraire. Je dois payer les frais bien avant. Et si, à une semaine de la rentrée, elle tombe enceinte, l'école va rembourser l'argent. Non. Ou même si vous êtes muté, vous faites quoi? Voilà. Non, justement. On me dit, Serge, désormais tu pars à CTV Matadi. Ou bien tu pars à CTV qui Sangani ou à Guémen. Je vais me déplacer avec mes enfants. C'est dit dans quelle loi que les parents doivent avancer les frais scolaires? C'est dit où? Non, la question, ça veut dire La que... pratique vient d'où? La question, parce que vous avez parlé tout à l'heure de travail, du travail manuel, et vous avez dit, parfois on demande aux enfants d'apporter les unités, tout ça. Mais ça veut dire quoi? Une école a besoin aussi de ce qu'on appelle les frais de fonctionnement. Donc ça veut dire quand vous voulez faire des exercices pratiques avec les enfants, par exemple, vous les apprendre à peindre, par exemple, à peindre un tableau. Il faut avoir de la gouache, il faut avoir tout ça, la peinture, tout ça, il faut avoir tous ces... Mais si l'école n'a pas de frais de fonctionnement, c'est quoi? Parce que les écoles font quoi? Parfois, ils se préfinancent. Ils disent, voilà, vous payez une partie du Minerval, des frais scolaires. Vous et nous, nous n'avons pas vécu ça. On n'a pas vécu ça, justement. On n'a pas vécu ça. Pourquoi? On n'a pas vécu ça, justement, parce que à l'époque, l'État, justement, subventionnait les écoles, donnait des frais de fonctionnement. Or, aujourd'hui, avec la modicité, justement, de notre budget national, on n'y arrive pas. Mais au moins, on ressuscite quand même tout ça. C'est-à-dire, on a vu quand même une progression sous Kabila. Il faut toujours restituer les choses. Il a amené le budget de l'enseignement à absolument. 15%. Hein. Macaire, Matata, ils ont fait quand même beaucoup d'efforts. Ils ont porté ce budget à plus ou moins 15% du budget national, alors que c'était un budget qui était dans moins de 5%. Monsieur Ménard, vous l'avez oublié. Absolument. Gaston aussi a fait un effort pour maintenir tout ça. On a vu, par exemple, avec la mutuelle de santé qu'avait mis Macaire et tout ça, on a vu qu'on prenait en compte quand même la santé des enseignants. Parce que les enseignants tombent malades, il faut les prendre en soin. Ils ont quand même une caisse de sécurité sociale avec la MESP. Donc, il y a des efforts qui ont été fournis. On a vu, ça c'était sous Kabila. C'est passé l'Assemblée de la République. Hein. Absolument, c'est pas sous l'Assemblée. Absolument, justement, il fallait y aller. Ça veut dire, comme je dis, non, mais le problème c'est quoi? Il y a 2 paliers de décision. Il y a une impulsion qui est donnée au niveau du pouvoir central et un autre au niveau des gouvernements provinciaux. Ça veut dire que parce que, comme on l'a dit, l'éducation en principe c'est une compétence exclusive, même pas concurrente des provinces. Donc, il faut le gouvernement central intervient toujours. Hein. Oui, justement, parce que les provinces sont incapables pour le moment. Mais je termine sur ce dossier. Chef d'établissement gratuité, ça consiste à quoi? Je suis parfaitement d'accord. Parce qu'on peut beau dire, ne payez pas les 1000 francs et 2000 francs des frais scolaires, mais quand on vous vend déjà les uniformes à 30 $. Oui, non, tout à fait. Les écoles ne doivent pas... Non, comment une école... Le problème, c'est que, en principe, pour des écoles, il faut d'abord qu'on fasse le distinguo entre les écoles publiques et privées. Et les écoles privées. Les écoles privées, parce qu'ils ne sont pas subventionnés par l'État, donc vous payez. Voilà. Mais pour les écoles publiques, ils ne peuvent pas vendre les uniformes, même pas de manuel scolaire. Parce que les écoles sont des asbelles, ça ne cherche pas du lucre. Et donc, par rapport à ça, il faut quoi? Il faut donner le type d'uniforme que vous voulez. Voilà, nous, notre couleur, c'est par exemple du bleu blanc ou du bleu rouge. Voilà, tel modèle. Mais on appelle ça uniforme, pourquoi? Parce que tout le monde doit se mettre sur la même diapason. Sur le même diapason. Mais vous avez dans des écoles privées, on met des kakis.
Tout à fait. Est-ce que c'est normal? C'était d'abord pour protéger les élèves. Ça veut dire que c'est bien de voir quand vous, en route, quand vous voyez quelqu'un qui porte l'uniforme, vous connaissez déjà son âge, vous pouvez le protéger. C'est une catégorie fragile et que l'uniforme permettait de les distinguer, de les protéger. Ils ont un statut à part. Même les agents de l'ordre doivent protéger les gens qui ont ce statut-là. Donc l'uniforme, c'est quelque chose d'excellent. C'est une excellente chose. Mais la façon dont il est monnayé maintenant, vendu dans les écoles, c'est pas une excellente chose. Mais au moins, le problème c'est qu'on parle de la gratuité. Qu'est-ce qu'on peut dire? Le président de la République a dit qu'il travaillerait, qu'il va rendre cette gratuité effective. C'est là maintenant, la volonté politique est exprimée. Mais quel est le schéma qu'il trace pour qu'on y arrive, avec quels moyens et quand? Voilà là où nous attendons justement de ses conseillers et du gouvernement, comment est-ce qu'ils vont matérialiser cette vision du président. Au moins, le fait que le débat de cette question-là est impulsé au plus haut niveau, c'est une question importante. Je termine en disant ceci. En France, ils disent quoi? On n'a pas le pétrole, mais on a le savoir. Alors, quittons en tant que Congolais, dans nos enfantillages, on a le cuivre, on a le diamant, on a le coltan. C'est pas ça qui va nous développer. Parce qu'on va vendre ça de manière brute, ça va nous revenir sous forme de bijoux, sous forme de câbles électriques, et il y a une plus-value, et ça fera que notre balance commerciale sera toujours déficitaire. Parce qu'on peut vendre, même si la tonne de cuivre aujourd'hui atteint 100 000 $, les produits finis du cuivre qui nous reviendront ici coûteront plus cher. Donc, le plus grand challenge de notre pays, c'est l'éducation. C'est qu'avec l'éducation, on aura des gens acteurs de développement qui vont ajouter de la valeur ajoutée aux ressources naturelles. Vous parliez tout à l'heure de l'exclusivité au niveau des provinces, dans le secteur de l'enseignement. Il y a un aspect, les frais Ngobila. On appelle ça maintenant les frais Ngobila, les frais Kimbuta. Donc c'est chaque gouverneur qui fixe les frais scolaires, selon la province. En principe, parce on en fait quoi? Mais le problème c'est ça, parce que comme on l'a dit... Et maintenant, si le gouverneur dit c'est 10 000 francs, il y a des écoles qui disent c'est 12 000, on dit 12 500, 13 000. La faiblesse des provinces, c'est quoi? Sur les ressources propres des provinces, notamment l'impôt foncier ou de l'impôt sur les revenus locatifs et tout ça, il y a une faible mobilisation des ressources propres des provinces. Ils attendent de tout les subventions de Kinshasa. Et l'argent qui vient de Kinshasa, ils prennent ça, ils mettent ça dans les frais de fonctionnement. Paiement des salaires et frais de fonctionnement des institutions. C'est ce qui tue les provinces. Ils ne sont pas assez imaginatifs pour ponctionner justement une partie de la richesse et l'injecter dans le système éducatif. Est-ce que c'est les provinces ou bien c'est l'incivisme? C'est tout ça. Je termine en disant sur cette question. Avant de passer, je termine en disant ceci. Moi-même, écoutez, ma mère était malheureuse quand elle n'avait pas de quoi nous envoyer à l'école. Elle vendait ses bijoux, elle vendait ses vêtements. Je me rappelle, j'étais à Maloula, il fallait que ma mère puisse vendre ses bijoux, ses super wax pour que j'aille à l'école. Et donc, chaque fois qu'un enfant n'allait pas à l'école, ma mère était malheureuse. Donc voilà pourquoi je dis que les femmes sont des reines. Et donc je comprends aujourd'hui toutes les mamans qui voient leurs enfants rester à la maison. C'est terrible pour les parents de ne pas envoyer leurs enfants à l'école. C'est une douleur morale atroce que je ne souhaite à aucun parent. Et je pense que l'État aujourd'hui doit faire un effort pour que nous envoyions nos enfants à l'école. Tous les enfants. Cela dépend de la qualité de notre vie. Cela dépend de notre dignité d'homme noir, de Congolais et tout ça. Donc la question de l'école est une question centrale, primordiale. C'est que l'on ne nous dit pas. Le président de la République, tout comme son gouvernement ou son cabinet. On ne sait pas nous dire la gratuité, ça nous prend par exemple si l'ensemble des territoires, on fait des projections. Cette année, on aura par exemple les 10 000 élèves du primaire. Et si nous supprimons, si nous envisageons la gratuité, en termes de charges, ça donne à l'État par exemple 1 million de francs congolais. Et voici comment l'État pense compenser les 1 million. Là, on ne nous dit pas. En fait, le schéma est lequel, Serge? Les frères Ngobila. Gentini Ngobila qui est venu, il ne nous dit mot sur la question de la gratuité ou sur la question, par exemple, les frères Kimbuta. Vous savez, cette question touche beaucoup plus même la pensée et l'imaginaire collectif. Nos enfants coûtent combien? Il faut d'abord qu'on nous dise. Un enfant, ça coûte combien? L'école ne fait pas les commerces. L'éducation, c'est l'exclusivité de l'État. C'est à l'État de scolariser ses enfants et de les obliger d'aller à l'école. Mais on ne répond toujours pas à la question fondamentale. L'école pourquoi? L'école pour qui? Vous voulez avoir une école pour servir à quoi? Et cette école va enseigner qui? Il faut ici penser notre système éducatif. Il faut le reformer et le refonder. Il faut aller puiser les éléments dans notre patrimoine culturel, notre patrimoine politique. C'est là qu'il faut faire finalement. On puise l'enseignement comme ce qu'on appelle la conception des programmes.
Nos enfants vont apprendre quoi? Toi, tu as fait l'université. Il y a certains cours qui t'ont embêté inutilement, que tu as lu inutilement. Ça t'a embêté pour rien. Et beaucoup d'enfants reprennent les études pour des cours qu'ils ne vont jamais utiliser demain dans leur vie. C'est une perte de temps inutile. Aujourd'hui, le monde évolue dans le cadre de baisser les temps. Nous continuons dans le cadre d'augmenter les temps. Ce qui fait qu'un jeune Congolais passe 18 ans à l'école, toute sa vie. Mais il est là en train de prendre la théorie et pas la pratique. Et quand il faut apprendre la pratique, il est déjà vieux. Donc il y a des questions importantes qu'il faut régler ici. Mais on ne règle pas parce que les Congolais ne veulent pas ça. Mais il y a encore un autre élément, c'est la gestion de l'école. Nos écoles sont dans quelles conditions, Serge? Tu peux avoir ta propre maison et tu la transformes en école. Il n'y a pas la cour de récré. Mais il n'y a pas de cour de récré. Et on appelle ça complexe scolaire. C'est un complexe. Justement parce que c'est un complexe. Ça, c'est Mais justement parce que c'est vraiment un complexe. On l'appelle ça pas un complexe. Il n'y a pas d'aire des jeux, il n'y a pas de bibliothèque, il n'y a pas de pharmacie, il n'y a rien du tout. Et l'école est construite juste sur la voie publique. Et il n'y a pas de panneau de formation. Au moins pour une fois, pour vous regardez cette caméra haute définition. Que font les inspecteurs? Qu'est-ce que nous donnons comme contenu aujourd'hui? Que les parents payent en avançant les frais ou qu'ils ne payent pas? Non, le préfinancement est une arnaque. On ne peut pas demander à quelqu'un qui n'a pas encore consommé quelque chose de payer en avance. Nous taisons dans ces pays, en commençant par le premier d'entre nous, qui est le président de la République, en passant par Ambongo, qui est le patron de l'église catholique, de Kinshasa du moins. Les écoles catholiques, ça coûte cher aujourd'hui. Mais parce que vous ne voulez pas. Comment tout le monde s'était et on pense que c'est normal. Voilà comment ça se passe, Gino. Quand on s'était devant... affectueusement Gino. Voilà. Serge, excuse-moi. Oui. Serge, quand on se tait devant une injustice, eh bien on la prime en fait. Les Congolais ont appris que les écoles sont dans de très mauvaises conditions. Mais continuent à envoyer leurs enfants là-bas. Ça, c'est une histoire, c'est personnel, c'est culturel en fait. Nous savons que le transport, c'est 500 francs. Mais un monsieur vous dit, ça sera 700. Et nous tous, nous payons quand même. C'est quoi le problème? Le problème, c'est que quand on dit gratuit, ça veut dire le parent ne dépense pas pour l'école. Les parents vont supporter les autres affaires connexes. Est-ce que quand Félix parle de la gratuité, est-ce qu'il a réuni les partenaires sociaux, du genre l'église catholique, l'église kimbanguiste, les méthodistes, ils ont des écoles, il a réuni les syndicats pour en parler? Moi, je crois d'abord que le problème n'est même pas là. C'est un vrai problème, mais il faut aller en amont. Le problème, c'est d'abord, qui sont ceux-là à qui vous donnez l'éducation chez vous? Est-ce que c'est parce que vous avez une maison que vous pouvez transformer en école que l'on vous donne une école? Aujourd'hui, l'État, les civils, disons les partis, les privés, ont plus d'écoles que l'État. Mais c'est un danger grave. Parce que ces gens-là poursuivent le lucre. Ils vont donc donner des diplômes à vos enfants inutilement. L'État lui-même a quoi? Voilà pourquoi on dit dans un État, lorsque l'État n'a pas les moyens, mais l'État a des moyens, des contraintes. L'État peut dire, monsieur, avant de vous donner une école, donnez-nous d'abord la garantie que vos enseignements sont homologués. C'est d'abord où? Et qui sont enseignants chez vous là-bas? Qui doivent enseigner qui? Quel est leur niveau? Qu'est-ce que vous avez fait pour les instruire? C'est comme ça que ça se passe en France, c'est comme ça que ça se passe dans notre État. N'ouvre pas une école qui veut. Aujourd'hui, sur 24, vous avez 4 universités, s'il vous plaît. 4 universités. Là, on n'est plus au niveau de l'école, hein, mais on est au niveau du laboratoire des savants. Mais déjà là, 4. Et il suffit juste de voir les infrastructures, vous dites qu'ici, il n'y a pas de sérieux. Il suffit juste de les regarder. On dit, ah, bah, comment ça calme. Et un élève qui vous dit, papa, on entend la 6e école, non, qu'on a 100% allés. J'ai vu chez moi, à Zongo, là-bas, à l'Équateur, à la frontière avec la RCA, un licencié comme moi, qui n'a pas distingué pour devenir assistant, mais il est secrétaire général académique. Il a fait les Sciences Po. Mais il y a un département ou une faculté là-bas chez nous, de médecine, il est secrétaire général de cette... On joue avec. J'ai dit, toi tu as fait les Sciences Po à Kisangani là-bas. Comment tu peux devenir secrétaire général académique? Tu n'es qu'un licencié, petit licencié comme moi. Mais lorsque vous avez, je termine par là, Serge. Lorsque vous avez des honorables députés et des sénateurs qui pensent que donner une université à une ville, c'est être ça une autorité. Moi je viens de l'Équateur. J'ai fait le tour de Ingende, Iboko, tout ça. Je pose une question à un enfant de la 4e année primaire. Je dis, le lion est un animal ou un oiseau? Ils ne répondent pas. Le lion est un animal ou un oiseau? Ils ne répondent pas. J'ai posé la question toujours à la même salle. C'est sur YouTube, hein, c'est dans mon émission. J'ai posé la question, je suis un homme ou une femme? Ils ne m'ont pas répondu. Jusqu'à ce que j'ai posé la question, moi c'est mobile. Tout le monde a crié mobile, mobile. Donc j'ai compris qu'ici le problème était au niveau de l'école. Vous êtes par exemple à Guémena. Est-ce que vous savez qu'à Guémena, il y a l'électricité? Il y a un cours d'électricité là-bas. Mais l'élève qui fait l'électricité, il n'a jamais vu le courant. Il n'a jamais vu, on lui montre l'ampoule qui est allumée
Si on fait, on dit, il te pèle. on dit, oh yo, et a lu l'autre qui est payé. Quand on tourne, l'autre qui est payé. Mais il est diplômé d'électricité. Il va faire ça où? Il va appliquer ça où? Est-ce que vous imaginez? Et comment il a fait pour avoir ce diplôme-là? Ça veut dire que, vous voyez justement qu'on a des défis énormes. Voilà pourquoi est-ce que... Vous avez un département d'électricité. Et vous êtes sérieux? Mais le témoignage de Christian, il est édifiant. Mais ça montre quoi? Ça montre que même les structures de l'État ne fonctionnent pas. À quoi servent les inspecteurs de l'EPSP? C'est justement vérifier si les établissements scolaires sont en normes et tout ça. Et puis l'ingénieur. Ils prennent des lampes des Chinois là. On met des piles pour... Imagine. Non, on est avancé. Non, on est très avancé. Madame, monsieur, merci. C'était la partie kiosque. On a parlé de l'éducation. Si vous avez des questions à poser à Israël ou à Christian, faites le parvenir, hein, parce qu'on va passer au deuxième thème de l'émission. Bonne nouvelle, je dirais même très bonne hein, pour Ebola. La riposte a payé et je pense que la méthode Fachi a de bonnes recettes. Je crois, Serge, lorsqu'il y a un peu de volonté politique et lorsqu'il y a un bon recrutement, n'importe quelle situation qui était donnée pour mort ou pour morte ou pour oublier ou pour un échec peut se transformer. Vous avez M. Muyembe qui n'est pas à son premier exploit. Il a déjà vaincu cette maladie quelque part. Et là, quand il arrive, il fait ce chose, c'est une très bonne chose. Il faut le dire, moi je suis très fier des gens qui savent faire les choses. Et si on applique le même principe de ce docteur, ça veut dire recruter quelqu'un qui connaît la chose et lui donner la possibilité de travailler et les moyens politiques qu'il faut. Et je crois que c'est une très bonne chose. Il n'est pas épidémiologiste, hein? Pas du tout. Il est biologiste. Oui, mais il a compris la question en fait. Il a compris qu'il fallait trouver des solutions adéquates pour la question. Et j'en connais quelqu'un qui a mal maintenant. Je sais quelqu'un parmi eux qui a très mal, qui se dit mais pourquoi je suis parti de l'affaire? Je serais là, peut-être je serais toujours, on aurait attribué cette richesse ou disons cette réussite au ministre. Mais maintenant que le ministre est parti parce qu'il était frustré. Et quelqu'un qui a pris Ebola nous a amené dans cette condition. On parle de 29 cas guéris depuis qu'il est là. Il y a des cas où tout le monde commence à l'appeler maintenant. Parce que quand quelqu'un a Ebola, en fait on identifie la personne et le résultat qu'il a. Et mais moi je dis qu'il faut qu'on aille un peu plus loin. Vous avez vu la réponse du Rwanda. Le Rwanda a répondu efficacement et au Congo, on devait avoir honte pour ça. Là où nous, on a encore des bidons d'eau et des savons à côté, le Rwanda a je ne sais pas comment l'appeler techniquement, il a mis un dispositif où l'eau sort de façon magnétique, je crois. Quand vous arrivez, tout simplement, ça constate que vous êtes là et tout de suite, il y a de l'eau. Et vous vous lavez les mains, vous passez. Mais chez nous, on a encore ce qui est bizarre, vous avez encore des robinets. C'est-à-dire, moi, fille, je suis infecté par Ebola, je viens, je lave mes mains, je finis, comment on appelle? Vous touchez le robinet. Je touche encore ce même robinet là. Il touche, ah ok. Vous comprenez un peu? Donc, les risques étaient captés à 80, disons 70%. Mais les 30% des risques est encore là. Mais le phénomène du Rwanda, par exemple, le risque est éliminé, par exemple, à 98%. C'est ce qui est bien. Donc, moi, je crois qu'il faut des professionnels dans le secteur pour que ça marche. Et je ne peux que dire bravo à ce monsieur docteur Muyembe qui a fait un bon travail. Mais vous êtes d'avis que sur Israël, qu'on utilise ceux-là qui ont été guéris pour qu'ils deviennent des sensibilisateurs parce qu'ils sont déjà... ils ne sont plus exposés à cette maladie. Hein. Je crois que ça se passe déjà. Ils ont accueilli 2 personnes hier. Des 9 nouvelles guérisons. Oui, c'est ce que sur mon correspondant à Goma a fait, je crois. Ouais, il y a 4 nouvelles guérisons à Katwa, 3 à Beni et 2 à Goma. Ce qui fait encore 9. Donc, vous parlez des 4, c'est qu'on est en Ituri. Oui, en Ituri, 4 en Ituri. Bon, ce qui fait que il y a une nouvelle approche. Bon, on va discuter un peu sur la guerre des vaccins. Bon, ici maintenant, on n'a pas un vaccin préventif, mais on a un vaccin curatif. Voilà ce qu'a changé Muyembe. Donc, il y a une nouvelle façon de traiter les personnes qui sont affectées par le virus Ebola. Donc, c'est ça, ce changement-là, qui fait toute la différence aujourd'hui, qu'on a des nouvelles guérisons plus rapides et plus nombreuses. Donc, il y a une nouvelle approche, ça rassure les gens. Quand les personnes maintenant savent qu'ils sont contaminés, ils savent maintenant qu'il y a un traitement curatif. Donc, selon Muyembe lui-même, ce traitement a été homologué par l'OMS. Donc, c'est une excellente nouvelle. Bon. Il y a derrière aussi, on nous a dit qu'il y avait une guerre
des vaccins d'industrie pharmaceutique, mais au moins, si l'OMS... Ça fait le business, hein? Ou si l'OMS a validé ce traitement, tant mieux. Les humanitaires vivent aussi de ça. Pour moi, c'est que les Congolais qui sont touchés par cette épidémie soient guéris. C'est ce qui m'importe. Donc, j'ai été touché, ému par cette dame qui avait perdu son mari, qui était affectée elle-même, elle et son bébé. Elle-même et son bébé ont survécu. Ont survécu. Ouais. Et c'était pour moi, j'ai béni le Seigneur pour ça. Et donc, c'est grâce justement à ces nouveaux traitements. Donc, Muyembe a une longue expérience. Il était là à la genèse de cette crise. Et donc, il a expérimenté ce vaccin. Il a été homologué. C'est un vaccin curatif. Nous repensons à un autre Muyembe. Parce qu'il n'est pas là comme Dieu le Père. Il partira un jour. Absolument. Non, je pense que j'ai vu un des assistants de Muyembe, quelqu'un que je connais, Dr Aouka, qui était qui avec lui, j'espère que il va prendre aux côtés de Muyembe et que Muyembe va transmettre ce savoir et à beaucoup d'étudiants, à beaucoup de médecins, à beaucoup de chercheurs. Donc il faudra absolument ne pas rompre la chaîne du savoir. Il faut une continuité. Les traitements curatifs, on dit, c'est un vaccin vraiment congolais, même si le financement a été l'œuvre américaine. Mais y a-t-il pas moyen que nous puissions peut-être nous approprier ces traitements, ces vaccins à nous, et pour le bien du Congo? C'est une manière aussi de vendre l'image de la République. Oui, absolument. Je pense qu'il faudrait qu'on communique un peu là-dessus. Donc, il y avait une conférence qui était programmée hier. Donc, j'avais une série de questions à poser au docteur Muyembe. J'espère que cette conférence va être reprogrammée très vite. C'est pour que nous sachions tous les contours, comment est-ce qu'il est parvenu à ces résultats, le vaccin, c'est quoi son principe actif et tout ça. Donc il y a des questions intéressantes que nous allons poser à polémiquer, c'est la partie polémique, comme j'aime bien sûr l'émission Bossolo d'Israël sur le Congo Web, pour polémiquer. Et pendant tout ce temps-là que les gens mouraient, Muyembe était où? Il était un peu jaloux, il voulait être lui-même au devant de la scène. Pourquoi il n'avait pas apporté sa touche, bien qu'il n'étant pas membre de la commission à l'époque? Non, mais il y a deux différences, il y avait deux approches différentes. Celle de Oli qui estimait qu'on avait déjà plus ou moins combattu efficacement le virus Ebola en Afrique de l'Ouest et même en RDC, avec le vaccin préventif, qui selon lui avait fait toutes ses preuves et qui n'avait pas lieu d'expérimenter un nouveau vaccin. Merci beaucoup Israël. Donc il y avait deux leaderships qui s'affrontaient et Félix finalement a tranché pour le leadership de Muyembe. Et voilà, je pense qu'il y a moyen de mettre ces deux approches, de les concilier. Il faut une synthèse entre l'approche du vaccin préventif et l'approche du vaccin curatif. Tout ça pour que nous ayons des Congolais en bonne santé. Encore une fois, on ne peut pas développer ce pays sans éducation et avec des Congolais malades. J'ai posé cette question aux amis il y a 3, 4, 5 mois. Vous appelez le président de la République comme moi, je l'appelle Félix, il l'appelle Fatih. Mais à l'époque, pourquoi on n'appelait pas Kabila Joseph? On appelait Joseph Kabila. On dit Joseph, on dit Fatih, Félix. Donc Félix, c'est parce qu'il a ce côté-là touchant, il a ce côté-là proximité avec les gens, il a ce côté-là ne pas se la péter. Donc il est resté un président normal, accessible, chaleureux, et tout le monde, tous ces autres... Combien du mal, on va l'accuser chez maman. Ah, absolument. Mais il y a une très bonne réponse par rapport à ça aussi. Et Kabila, je termine là, Kabila avait... Kabila a donné cette impression un peu de froideur, de distance et tout ça, mais les personnes qui le côtoient disent que c'est quelqu'un aussi d'extrêmement attentionné, sympathique et tout ça. Et même quand vous allez à Kingakati, c'est quelqu'un de aussi chaleureux. C'est son kawélé, hein? Oui, absolument, c'est quelqu'un d'aussi chaleureux. Moi, je crois beaucoup plus que si on appelle Félix aujourd'hui Félix et qu'on ne se reproche pas, c'est parce qu'il est puisé dans le peuple, on va le dire. On a fait longtemps avec lui dans l'opposition. On l'appelait Félix, disons, il représente beaucoup plus notre frère. Alors que la première fois qu'on reconnaît Kabila, il avait déjà une arme. C'était un colonel. Donc vous ne blaguez pas avec lui, c'était un militaire. Et puis après, il avait 9 ans, il est au pouvoir. Il s'est fait entourer par des gens qui ont vendu son image. Comme quelqu'un. Ce que vous avez fait, si on était dans la maison, j'allais vous fusiller. Voilà, donc ça c'était comportement. On lui attribue un comportement, je veux dire. Plateforme, si on était dans l'armée, ce que vous avez fait, j'allais vous fusiller. Donc, en fait, le problème, c'est que, c'est ça. Donc, ce sont deux approches. M. Kabila a amené une approche militaire parce qu'il est dans l'armée, il ne blague pas beaucoup. C'est un président que vous ne rencontrez pas partout, il ne parle pas d'ailleurs. Mais vous rencontrez quelqu'un comme Félix qui passe la nuit dans les deuils des gens. Donc, c'est quelqu'un qu'on se dit, mais il est beaucoup plus proche à nous, il est beaucoup plus humain, il va dans le mariage. Si ce n'est pas le sujet du débat, mais au sujet de Ebola, par exemple, Serge, j'aimerais dire que
Ici, même, vous allez être d'accord avec moi, cher Israël, vous vous rendez compte que nous n'avons aucune politique de la recherche scientifique chez nous, de l'innovation. Nous avons près de 20 000 plantes à caractère médicinal, mais qui n'ont jamais été exploitées. Vous allez vous rendre compte que toutes... Non, il y a dit qu'à la casa de... Justement, Théophile Mbemba. oui, mais on n'a même pas ça. Je ne sais pas s'il est député, parce que son dossier était en contentieux. Je ne sais pas si on a tranché en sa faveur ou pas. Donc, mais le grand problème, vous savez, Serge, aujourd'hui, c'est que nous avons un jeune qui a inventé une histoire de malaria comme ça, un médicament sur la malaria, mais un médicament assez fort. Mais parce que la plus grande industrie du monde, c'est la guerre, après c'est la pharmacie, donc ceux qui ont beaucoup d'argent veulent étouffer cela. Mais la Chine a fait ça la Chine a fait la même chose. La Chine a fermé la frontière à des vaccins et elle a fait la promotion de ses intellectuels. Donc je crois que toutes nos histoires ici, vos histoires de tradis praticiens et tout, si on a une bonne politique de le recadrer, de trouver ce qu'ils font et de financer leurs recherches, je crois qu'on pourra trouver des solutions à beaucoup des épidémies. Et sinon, beaucoup d'épidémies, pardon. Beaucoup d'épidémies. Ok, Ouais. la prospérité pour terminer, on n'a que 8 minutes, hein, on ne va pas déborder aujourd'hui. Liste des ministrables chez Tshisekedi et Kabila. Gouvernement, des critiques sans fondement contre Sylvestre Ilukamba. Alors, le Congolais aime polémiquer là où il ne faut pas polémiquer, malheureusement. Le Congo a aujourd'hui, je vais dire théoriquement, deux chefs. Théoriquement. Il y a un patron de la majorité parlementaire qui se trouve être M. Kabila. Et puis, il y a un patron de l'exécutif. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, c'est ça l'évidence. Et puis, vous avez un patron de la vie politique qui est M. Félix Tshisekedi. Les deux sont dans une même famille politique qui s'appelle les FCC-Cash, dans une sorte de coalition. Mais une coalition de gouvernance, pas une coalition d'absorption. Et ça veut dire aujourd'hui, M. Kabila a besoin de M. Félix Tshisekedi pour signer tous les actes dont il a besoin. Et M. Félix a besoin de M. Kabila pour avoir des leviers de pouvoir. Sauf s'il ne le veut pas, il rentre dans une cohabitation qui lui sera beaucoup plus difficile. Et donc, de ce fait, M. Ilunga Nkamba, présenter la liste à M. Kabila, ce n'est pas un péché. Ce n'est pas une question de pouvoir, de droit constitutionnel. C'est une décision politique. Parce que tout le monde sait aujourd'hui que M. Kabila ne peut pas nommer un ministre. Il n'a pas ce pouvoir de nommer un ministre. Même lui, il peut que proposer. Même lui, sa vie politique dépend de M. Félix Tshisekedi. M. Kabila ne peut ni nommer, ne peut ni révoquer. Il est lié par la proposition. Et donc, c'est normal que M. Ilunga Nkamba apporte la liste du FCC, des ministrables du FCC, à M. Kabila, pour que M. Kabila se rende compte de non. Est-ce que c'est ces noms-là qui sont vrais? Parce que M. Ilunga Nkamba refuse d'être sous le leadership de M. professeur Némi Moulania, qui est le coordonnateur du FCC. Il faut qu'on se le dise. Qui est son collègue. Et donc, M. Ilunga Nkamba les a vus tous venir. M. Ilunga Nkamba n'a rien à voir avec eux. Il les a vus venir et il les appelait papa quand il était encore ministre déjà. Je crois qu'il était jeune. À 29 ans. À 29 ans. Ouais. Donc c'est quelqu'un qui n'a pas peur d'eux. Il s'est dit, je veux contacter le chef. Et le chef, ce n'est pas M. Némi. Le chef, c'est M. Kabila. C'est une démarche aussi transparente. Hein? Très transparente pour dire, M. Kabila, est-ce que vous êtes d'accord avec ces noms? C'est que Némi m'a donné. Est-ce qu'il n'y a pas des amis de Némi ici? Il n'y a pas de cousins de Némi ici? Est-ce que vous êtes d'accord que c'est vous? Et M. Kabila regarde, il dit, ok, je suis d'accord, mais pas celui-ci. Il enlève. Mais après cette démarche... Parce que Némi aussi peut. C'est un homme. Il peut glisser le nom de mais Lugui a fait, il a mis le nom de sa soeur et le nom de son épouse. Serge, je dois te dire que Vital Kamerhe était Premier ministre sur la liste. À 48 heures seulement, la liste, le nom n'était plus là. Mais il se croyait déjà Premier ministre, parce qu'à cause de ces histoires-là. Et donc, lui, il est allé voir ça. Mais après avoir rencontré M. Kabila, il vient voir celui qui a le dernier mot de la République, c'est M. Félix Tshisekedi. Pour lui dire, M. Félix, est-ce que vous voyez cette liste dans votre camp? Voilà ce qui a été dit. Mais maintenant... Est-ce que Kabound a réellement dit, a donné le nom de ceux-là? Maintenant, l'avantage dans tout ça, c'est que là où M. Kabila peut dire, je ne veux pas de telle personne au FCC. Mais il ne peut pas dire, je ne veux pas de cette personne au cash, parce qu'il n'a pas le droit. Mais M. Félix Tshisekedi a le pouvoir de dire, je ne veux pas celui-ci au FCC, je ne veux pas celui-ci au cash. Donc il y a ici, il faut dépassionner les débats pour comprendre que ça n'a rien à voir avec une violation de la loi, rien du tout. C'est une fonction normale des choses. Alors arrêtons de les opposer quotidiennement, tout le temps, ils sont opposés. Le pays a besoin d'avancer. Le grand débat ici, c'est le nombre de ministères. C'est ça là, les grands débats. Les grands débats, c'est certains ministères qui n'ont rien à voir avec le pays. Rien à voir. Vous avez un ministère de défense, vous avez un ministère délégué de défense. C'est là les grandes questions qu'il faut le dire. Est-ce qu'on ne peut pas, par exemple, développement et décentralisation, est-ce qu'on ne peut pas revoir ces nombres-là? C'est là la grande question, mais pas le Premier ministre est allé. Sinon, si le Premier ministre prend son téléphone et téléphone, les gens vont dire, il téléphone Kabila. Mais ce n'est pas des ennemis, il est son patron. Némi Moulania n'est pas le patron du Premier ministre.
Némi Moulania, c'est le coordonnateur du FCC. Le patron de M. Ilunga politique, son chef politique, c'est M. Kabila. Mais son chef hiérarchique du pays, c'est M. Félix Tshisekedi. Donc, à un moment donné, il doit rendre des comptes à tous les deux pour le fonctionnement de son parti politique. Il est du PPRD, c'est M. Kabila. Mais pour la vie du pays, c'est M. Félix. Et puis l'acte qu'il fait là, c'est ce genre des ordonnances du président. Le président n'est pas lié à ces choses-là. Le président peut dire, je ne veux pas de toutes les listes. Changez-moi les noms. Ils vont le faire. C'est ça la vérité. Est-ce qu'il faudrait mettre tout ça là dans ce que j'ai dit, une première expérience d'un gouvernement? Vous avez un peuple, selon les élections, hein, qui donne la présidence à un camp et qui donne le parlement à un autre camp, ou bien c'est des gens qui ne veulent pas, comprendre cette réalité. Et... Il y a deux possibilités. L'ignorance, c'est la première. La seconde, c'est la mauvaise foi. Nous sommes dans un type de gouvernement qu'on appelle coalition. Ça veut dire que vous avez une majorité présidentielle qui n'a pas la majorité parlementaire. Il y a deux types de rapports. Alors là, il y a des implications. Les Français l'ont vécu. Absolument. À plus de 2 reprises. À plus de 3 reprises. Plus de 3 fois d'ailleurs. Et voilà. Ce n'est pas une expérience à souhaiter. Ça veut dire que les Français, ils avaient opté dans ce cas de figure, quand la majorité présidentielle n'était pas conforme ou bien n'était pas identique à la majorité parlementaire, et ils avaient opté pour la cohabitation. Ça veut dire que Jacques Chirac, en 86, a formé son gouvernement sans aucun ministre socialiste. C'était à la cohabitation. Mais il y avait des couacs, il y avait des coqs en jambes. Je crois, avec Belladour, avec Balladur aussi. Balladur, voilà aussi. Il y a eu une deuxième cohabitation avec Mitterrand. Mais il y avait une troisième cohabitation avec Jospin. Où donc là aussi Jospin, maintenant un premier ministre de gauche, qui avait formé son gouvernement avec des ministres de gauche, parce qu'il avait la majorité à l'Assemblée nationale. Donc ce que nous devons dire aujourd'hui, c'est d'ailleurs Clément, ou de la part de Kabila, qui a donné ne fût-ce que 22, 23 ministères à Félix. Écoutez, l'UDPS, ça veut dire que politiquement parlant, l'UDPS est le grand gagnant de cette coalition. Exactement. De cette coalition, l'UDPS est le grand gagnant. Donc, tout ce que Christian dit est vrai, est très vrai. Donc, entre le Premier ministre et le président Tshisekedi, ils ont des rapports institutionnels. Exactement. Donc, Ilunga, en tant que Premier ministre, a des rapports institutionnel avec Félix Tshisekedi, qui est le président de la République. Et donc, il a pour chef exclusif dans l'appareil de l'État, Félix Tshisekedi. Exact. Mais il a aussi d'autres rapports politiques avec Joseph Kabila, l'ex-président, qui est le patron du PPRD, qui est la première force politique à l'Assemblée nationale. Il est aussi le patron du FCC. Donc, il a deux types de rapports. Même du PPRD politique aussi. Et institutionnel. Voilà. Alors, ce qui fait que Ilunga Nkamba, qui est issu du PPRD, qui fait partie de la plateforme, qui est membre de la plateforme FCC, a des comptes à rendre chaque fois à son autorité morale. Donc, il y a ce rapport politique et institutionnel, que les gens ne dramatisent pas. Nous devons être heureux de voir que les deux familles politiques travaillent ensemble. Et donc, allons... C'est le nom de Kabila qui choque ou c'est quoi? Parce que plusieurs fois, le président Fachi s'est déplacé pour aller voir Kabila. C'est des questions qui fâchaient parfois. Oui, mais tout à fait. Pas fait un problème. Mais pourquoi si c'est Ilunga qui dit que je vais voir? Parce qu'il faut faire la transparence. Némi peut bien bypasser mon ami Semena. Il peut bien bypasser. Mais est-ce que Ilunga aussi a le pouvoir là de dire par exemple à Kabila que oui, monsieur le président, j'ai vu les listes du FCC, mais si par exemple José Makila, non, je ne suis pas d'accord. Ilunga, ou par exemple Ilunga, je ne suis pas d'accord. Est-ce que lui-même peut le faire ou bien il le fait en amont et le chef de l'État peut aussi le faire en aval? Voilà, il a mis la méthode, il a mis d'abord des critères. C'est pas en vain qu'il a mis des critères. Exactement. Ça veut dire qu'il influence le processus. Ce n'est pas une boîte aux lettres. Donc on n'a pas vu des listes. Non. Il y avait déjà des listes. Non, Ilunga n'est pas une boîte aux lettres qui sert d'intersection, de courroie de transmission, voilà, à deux cas. Non. Il a du caractère, bien sûr, il a de la personnalité. Donc, c'est une question importante. Là-dessus, ça veut dire qu'il influence parce que les critères d'intégrité, il va proposer au président. Non, j'estime que pour mener à bien ma mission, telle personnalité, vu son caractère, vu ses compétences, ne peut pas m'être utile. Est-ce que, monsieur le président, est-ce que, monsieur l'autorité morale, est-ce que, monsieur le chef de l'État, vous ne pouvez pas demander à votre camp de me proposer une autre personne? Exact. Il joue ce rôle là-bas. Il a un rôle actif, ce n'est pas un rôle passif. Donc, il faudrait absolument que les gens comprennent cela. Et ensuite... Ilunga Nkamba a été ministre des Finances. Donc voilà, c'est pas sur sa première expérience. C'est comme Matata. C'était un technocrate. Donc il a vu les Néhémie, il a vu Félix. Matata était technocrate.
et il a pu donner de la substance à la fonction de Premier ministre. Exactement. Et Alors, croyez-moi, Ilunga aussi ne voudrait peut-être pas que les gens absolument, viennent faire de l'ombrage parce qu'ils sont proches de Kabila. il va assumer. Oh, moi, je suis Néhémie, il je va- parle avec Kabila. Il veut Ilunga, devenir Premier ministre ou vice-Premier ministre. écoutez, Et puis, c'est la comment ça personne fait qui a passif? été investie Premier ministre par ordonnance présidentielle. Il va exercer. Il n'a pas trop il va- d'ancrage au sein du PPRD. il va exercer pleinement ses prérogatives Ça, c'est la méthode de Kabila. Kabila ne prend constitutionnelles. toujours que les gens qui n'ont pas Ancrage ou beaucoup pas d'ancrage. ancrage, Ouais. Il est la Premier personne ministre. qui a été proposée par l'autorité morale Joseph Kabila C'est lui. et qui a été nommée par le chef de l'État Félix Tshisekedi, c'est Ilunga Ilunkamba, et il va exercer pleinement ses prérogatives constitutionnelles. Kabound l'a dit. Hein. Il faut Et qu'on donc, voilà, ceux qui ont plus d'ancrage, pourquoi ils n'ont pas été proposés? Il Pourquoi ils n'ont pas été faut nommés? aussi qu'on évite de faire croire que Ilunga Kamba, ce n'est qu'un poltron, ce n'est qu'un monsieur qui passe partout et tout, et que certaines personnes du PPRD seraient beaucoup plus fortes que lui. Et lui, il sait ça. Il sait qu'il y a des gens qui pensent que, parce qu'il passe tout le temps avec monsieur Kabila, qui peuvent lui donner des ordres. Et c'est dans cette logique-là qu'il a dit, il ne va pas devoir de compte à des gens comme les autres, voit les deux et il leaders. voit directement les deux leaders. C'est un message qu'il lance à tous les autres pour leur dire que je ne dépends pas de vous, je ne suis pas lié à vous. Merci. Mais dans tout ça, le président de la République a encore le dernier mot sur ces listes-là. Il semble qu'il s'envole aujourd'hui pour le sommet de la SADC en Tanzanie, hein, le président de la République. On va suivre ce voyage du président de la République. Session extraordinaire, difficile de confirmer. Jusqu'à là, le président n'a pas encore saisi officiellement par une lettre les deux chambres du Parlement. On s'achemine véritablement pour ce gouvernement au mois de septembre. En tout cas, n'attendez pas ce gouvernement à la fin de cette semaine. Ça sera difficile. C'est vrai qu'il faut se serrer la ceinture. Le Premier ministre, il y a toujours des stylos rouges. Il faut barrer les noms. Oh, jamais Dali Wosso. Non. Doudou Montiri, oui. Oh. Fiston Atunga, non, il est trop proche des Fabregas. Voici le texto des téléspectateurs. Serge Papa, le Bazo Seng à $55 pour un uniforme na Kaye Moko. Kindoki te. Mais pourquoi ils vont donner? Je réponds Kindoki. Pourquoi ils vont Bonjour donner? Serge, pourquoi C'est vrai. vous ne voulez pas associer des enseignants dans pareil débat? Doudou Montiri, il faut y penser. Hein? Merci beaucoup. Bonjour Kiosque, dites-nous, s'il vous plaît, pourquoi le Premier ministre est allé à Kingakaki? Je crois Israël et Christian ont répondu à cette question. Pasteur Noumi, pas Noumi du PGR, il est aussi pasteur. Que Félix privatise les entreprises publiques pour réussir son mandat. Bonjour Serge, je suis obligé de payer $980 comme acompte au complexe scolaire manqué, juste pour avoir 4 chemises et 4 journaux de classe. 4 enfants seulement. Mais 4 seulement, c'est beaucoup. Bonjour, qu'est-ce que bravo à Mouyembe. Les bons défenseurs a su contraindre les assauts des bourreaux fléaux. La balle reste au niveau de 65 ministres de faire mieux à leur secteur et non de s'arroger la poudre à la tête. Bonjour, kiosque. Qui donne les agréments des écoles au privé? C'est l'enseignement, hein? C'est le ministère de l'enseignement. Madame, Messieurs, l'émission d'aujourd'hui est terminée. Participation technique, réalisation de Doudou Montiri, mixage vidéo et son Alain Kabongo, régie finale, l'œuvre de Fiston Atunga, les caméras de Timela Barakomine. Merci beaucoup, Niwa Pezo, et Amoron Djambé.